Yo tout le monde, c'est Félixu, on se retrouve, on se découpe pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est actuellement en cours, mais pas vraiment. Oui, je veux parler des Jeux Olympiques, mais nous allons parler des Jeux Olympiques de l'Antiquité. Et oui, parce que c'est intéressant de voir comment ça a évolué, hein. Malgré qu'il y a eu une longue pause et tout ça. C'est intéressant de voir comment ça a évolué. Alors, cette vidéo sera coupée en 4 points, donc l'histoire des Jeux, les sports qui étaient pratiqués, la tenue des athlètes et les règles, et quelques anecdotes sur les jeux. Bien sûr, tout ce qui est cytographie, vous la retrouverez en description, hein. Et puis voilà. Donc, les Jeux Olympiques dans l'Antiquité, en fait, ça se déroulait à Olympie. Donc, c'est un sanctuaire religieux dédié à Zeus, qui dépendait de la cité d'Élis et qui se situait en Péloponnèse. Donc c'est la péninsule sud de la Grèce. Donc c'est vraiment au sud de la Grèce. Et cette péninsule comporte notamment la cité de Sparte, hein, qu'on connaît un peu mieux via les films et tout ça. Elle était considérée comme la plus importante compétition sportive de l'Antiquité. Ils avaient et les JO avaient pour but d'honorer Zeus. Et donc tout ce qui est guerre entre cités, par exemple entre Athènes et Sparte, ben, s'arrêtait durant cette période et ce qu'on appelait la trêve olympique. Les Jeux olympiques se déroulaient tous les 4 ans et la période entre deux jeux s'appelait les Olympiades. D'ailleurs, c'est comme ça que les historiens arrivent à dater à peu près. Parce que vu que chaque cité voulait être un peu indépendante, eh ben, elles n'avaient pas forcément les mêmes dates. Par contre, vu que les Olympiades, eh ben, comment dire, se passaient tous les 4 ans, eh ben, la période entre deux Olympiades, eh ben, on mettait première Olympiade, deuxième Olympiade, et du coup, ça permettait de juger à peu près la date. Donc, cette période date s'étend sur 12 siècles, hein, de moins 776 à 394 après Jésus-Christ. Euh, D'après donc date à laquelle l'empereur Théodore Ier les interdit. En tout cas, au niveau écrit, elle commence en moins 776 puisque c'est là où on a le premier, enfin l'écrit du premier champion. Mais on suppose que ça a été créé avant. Enfin, il y a des preuves archéologiques qui montrent que ça s'est déroulé déjà depuis avant 776. La création des JO a plusieurs mythes et légendes, hein, dont l'une d'entre elles dit que c'est Hercule qui les aurait créés en l'honneur de son père après les 12 travaux qu'il a fait. Hein. Une autre raconte que les Jeux auraient été créés par le roi Pélops pour se faire pardonner du crime qu'il avait commis envers son beau-père, hein, qui était le roi d'Hélice. Parce que Pélops aurait saboté le char du roi au moment de l'épreuve de course. Et l'épreuve devait décider qui obtiendrait la main d'Hippodamie, donc la fille du roi. La date de 776 avant Jésus-Christ, donc comme je vous ai dit, était retenue comme date de fondation des Jeux parce que c'est à cette année que nous avons le nom du premier champion de course à pied. Et à l'époque, c'était la seule épreuve qu'il y avait au JO. Euh, donc son nom était Corybos. et le gagnant avait la couronne d'Olivier. Les Jeux se déroulaient en juillet, mais plusieurs mois avant, la cité d'Élise préparait et tout ça, les citoyens et tout ça. Euh, Tout le monde était convié, donc les athlètes, les amateurs de sport, de festivités religieuses, tout le monde était mobilisé. 10 mois avant l'ouverture des Jeux, les citoyens d'Élise s'élisent parmi les hommes des meilleures familles, donc sûrement des plus fortunés, les juges qui vont être là pour gérer un peu les jeux. Ces personnes, les juges et arbitres, on les nomme Elanodis.
c'est-à-dire juges de tous les Grecs. C'est eux qui pouvaient juger les Grecs. Ces juges recevaient une formation destinée à leur enseigner les règles des jeux et la manière dont ils pourront arbitrer les épreuves. On pense que ce sont d'anciens champions olympiques qui les formaient. Plus d'un mois avant l'ouverture des Jeux, des envoyés d'hélice parcourent le monde grec pour y annoncer la tenue des Jeux et proclamer la trêve olympique. En effet, cela permettait non seulement déjà d'avoir une petite trêve durant une guerre, mais en plus les gens qui voulaient se rendre à Olympie pouvaient y aller sans risquer pour leur vie. De plus, la trêve était sacrée et devait être respectée par toutes les cités sous peine d'une amende déjà, ou voir leurs champions exclus des Jeux. Les athlètes et entraîneurs doivent être présents à Hélice un mois avant l'ouverture des Jeux. Et tout retard sans motif grave, maladie, tempête, autres, est sanctionné par l'interdiction de participer. T'as 1 heure de retard, t'es mort. Non mais voilà quoi, c'était, à mon avis, il y avait une date butoir, si t'étais pas là, et ben c'était un peu normal. Des installations donc étaient prévues pour que les participants puissent finir leur entraînement. Pendant ce mois, les juges observaient les athlètes et des épreuves permettaient d'éliminer ceux qui n'apparaissaient pas aptes à la compétition officielle. En effet, on va pas non plus, toi le clan du qui n'a aucune compétence, tu ne participeras pas au JO parce que tu n'as pas la caractéristique physique pour y participer. C'était à mon avis aussi pour eux se protéger. Les ambassades qu'on appelait théories, qui étaient envoyées par les cités qui présentaient des athlètes, s'entassent à Olympie, mais aussi tous ceux qui comptent profiter de l'événement, aussi bien pour se faire connaître, tels les chanteurs, les poètes, les musiciens, les écrivains, que les marchands. Parce que, ben, money money, hein, business to business pour eux. D'ailleurs, un village de tentes et de baraques se créait autour de l'enceinte sacrée. Ce qu'on pourrait représenter maintenant avec le village olympique. Enfin, 3 jours avant l'ouverture, la procession formée par les athlètes et les juges quitte Hélice pour se rendre à Olympie, située à environ 36 km. Ce qui, on rapporte à une vitesse de course en courant de 10 km, en 3 heures, c'est fait quoi. 3 h 30, c'est fait. Donc de mai 776 à moins 468, les JO duraient 15 jours. Puis de 468, lors de la 68e édition des Jeux, il fut décidé qu'ils dureraient 5 jours. C'est déjà mieux. Seuls les hommes pouvant prouver leur origine grecque, non professionnels et disposant de leurs droits de citoyens dans une cité, pouvaient concourir. C'est-à-dire que tout le monde pouvait conquérir tant qu'ils étaient grecs et que c'était des hommes. Désolé pour les femmes. Lorsque la Grèce fut conquise par les Romains, ces derniers purent y participer. Alors c'est bien beau tout ça, mais quelles étaient les épreuves de sport? Alors comme je vous l'ai dit avant, les épreuves, la première épreuve fut la seule pendant une longue période, hein, environ 50 ans, et c'était la course à pied appelée le dromos, sur une longueur du stade, donc 192 mètres. Le vainqueur de cette course donnait son nom à l'Olympiade suivante. En fait, le champion à chaque fois de l'Olympie donnait son nom à l'Olympiade d'après. En moins 724, donc lors de la 14e édition des Jeux, on aura ajouté le double course, donc le nommé Diolos. En 720, on y ajoutera la longue course, le Dolikos. En moins 708, lors de la 18e édition, on y ajoute le pentathlon et la lutte. Alors le pentathlon, c'est pent, donc 5 épreuves qui se déroulent dans l'ordre suivant: lancer de disque, saut en longueur, lancer de javelot, la course et pour finir la lutte.
Tant qu'à la lutte est divisée en 2 sous-catégories, la lutte au sol, qu'ils appelaient rouler. Là, les athlètes combattaient jusqu'à ce qu'il y en ait, jusqu'à qu'il y en a un qui en puisse plus et abandonne. Et la lutte debout, où le but était simplement de mettre 3 fois au sol son adversaire. Au niveau des règles, interdiction de mordre ou de taper les parties génitales, hein. Lors de la 23e édition, en moins 688, le pugilat, c'est l'ancêtre de la boxe. Si on devait rapprocher un sport maintenant, ça serait la boxe. Et ajouté aux épreuves. Le match ne s'arrêtait que par KO. Cependant, les deux combattants pouvaient demander conjointement un climax. Cette règle faisait qu'ils se tapaient à tour de rôle sans possibilité d'esquiver. Jusqu'à quand qu'il y en ait un qui soit mis KO. Et ils s'enchaînaient, et les matchs pouvaient durer longtemps. Lors de la 25e édition, hein, en moins 680, ils y ajoutent la course de chars. Puis, à la 33e édition, donc en moins 648, ils y ajoutent le pancrace. Alors là, c'était un mélange de boxe, de lutte, où tous les coups étaient permis, sauf de mordre et d'arracher les yeux. Les yeux, ça peut être utile, et à chaque fois la morsure, on évite. Ensuite, en moins 520, donc lors de la 55e édition, on y mettra la course en armes, aussi nommée Oplitodromos. Alors la course en armes, c'est en gros en armure, d'après ce que j'ai compris, ou avec un bouclier, enfin voilà, c'était armé quoi. En moins 408, lors de la 83e édition, on y ajoute la course de chevaux. Déjà, voilà. Voilà pour tout ce qui est la partie sport. Alors maintenant, les tenues des athlètes et les règles qui étaient mises en place. Les athlètes étaient nus et couverts d'huile, mais quand je vous dis nus, nus comme un verre quoi. Les boxeurs utilisaient des lanières en cuir de bœuf enroulées autour de leurs mains au début, qui favorisaient la boxe rapide, agile et agressive. Puis, durant l'époque romaine, les lanières étaient plus dures et des clous en plomb ont même été ajoutés occasionnellement. Bon, ce qui privilégia la défense tout naturellement. Je me doute que si tu as un point, un genre d'ancêtre du point américain en face de toi, tu vas plutôt vouloir te protéger plutôt que d'essayer de taper l'autre. Au niveau des règles, les coureurs qui commettaient un faux départ avaient le droit à une punition corporelle. Je me doute que ça va être plutôt du style flagellation, quand on dit corporel. Au pancrate, la seule règle était pas de morsure et pas de coups dans les yeux. Et en boxe, on demandait de ne pas attaquer les parties génitales. De plus, vu qu'il n'existait pas de victoire au point, de limite de temps ou de catégorie de poids, cela se faisait à l'abandon. Et par ailleurs, les athlètes de sport de combat, hein, donc lutte, pancrate ou pugilat, voilà, devaient abandonner en levant l'index. Cependant, certains décédaient avant même de pouvoir le faire. Une seule femme était autorisée à être dans l'enseigne, donc même parce qu'il faut savoir que les femmes n'avaient même pas le droit de regarder les jeux. Mais là, à part une qui était la prêtresse de Déméter. En plus, c'était l'une des rares personnes qui avait une place assise. Donc voilà, c'était quand même une personne importante. Mais voilà, c'est important de le dire. Alors, quelques anecdotes au niveau des jeux. Je vous ai dit que normalement, les femmes ne pouvaient pas participer, ni regarder les jeux. Mais elles pouvaient tout de même être propriétaires d'un char. Sans être celle qui conduit, donc ce qu'ils appelaient les origes, parce elle pouvait être propriétaire d'un chariot. Et ce qui se passait au monde grec, c'est que c'était pas le conducteur du char qui était vainqueur, c'était le propriétaire du char. Et du coup, Kiniska, fille du roi de Sparte, en a profité pour remporter la couronne olympique de course de char à 2 reprises, en moins 396 et en moins 392. Voilà. Minon de Crotone, sextuple champion de lutte, aurait transporté un taureau dans le stade
donc sur ses épaules, avant de l'abattre et de le manger, accompagné de 9 litres de vin. Les Grecs, c'est un peu comme les Marseillais, je peux me permettre, je suis du Sud, ils ont l'air d'exagérer un peu quand même. 9 litres de vin, ça fait beaucoup. Euh, Si Diagoras de Rhodes était considéré comme le pugiliste le plus populaire de son époque, ce n'est pas par hasard. Vainqueur de la 79e édition des Olympiades, en moins 464, il ne cherchait pas à esquiver ou bloquer le moindre coup. Non, non. Il faisait toujours face à son adversaire, encaissait les coups et essayait de mettre KO. Monsieur, vous savez que l'esquive, ça existe? Non? Bon. Chioni de Sparte aurait été champion olympique de saut en longueur en moins 664, soit à la 31e édition, avec un saut de 15,8 mètres. Ce qui est incroyable et laisse planer un doute sur une épreuve de triple saut qui aurait été faite durant certaines éditions, ou simplement le fruit de l'exagération aisément compréhensible des écrivains qui étaient présents. L'histoire d'Arachion de Figali exprime nettement pourquoi l'épreuve de Pancras était attendue par les Grecs. Arachion était coincé dans un étranglement d'un de ses adversaires et il empoigna, donc il prit le pied de son adversaire et en rassemblant ses dernières forces, il lui a écrasé en lui disloquant sa cheville. Incapable de supporter la douleur, l'adversaire abandonna. Mais au même moment, Arachion décéda. Ce qui fit que on déclara Arachion vainqueur post-mortem. Oui, c'était un moyen de gagner, hein. Il a gagné. Bon, il est décédé, mais il a gagné. Son adversaire avait abandonné, donc il avait abandonné quand lui il était vivant, donc théoriquement ça marche. Et puis on a Léonidas de Rhodes, qui gagna les 2 premières épreuves de sprint et de course en armes lors de 3 éditions consécutives entre moins 164 à moins 152. Donc ça fait édition 154, 155 et 156 des jeux, ce qui est plutôt pas mal. 12 victoires en 12 ans, dont les 3 dernières à l'âge de 36 ans. Sur le site que j'ai pris ça, donc sur le site des jeux, ils disent que même Usain Bolt n'a pas fait ça. Donc GG à lui. Donc voilà, hein, je vous rappelle que toutes mes sources seront dans la description, hein, comme à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Ces vidéos me demandent tout le temps, pas mal de temps entre l'écriture, les recherches et le tournage. Bon, le tournage moins que l'écriture et les recherches quand même. C'était Félix, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.